Salut tout le monde, le bac a commencé et aujourd'hui on s'attaque au corrigé de français pour la filière technologique aux côtés de Coralie Sibard, professeure de français au lycée français Prince-Henrik de Copenhague. Bonjour. Bonjour. Bon, en français, il n'y a pas de plan unique pour chaque sujet et on va surtout vous donner des pistes, des éléments de correction et surtout les pièges à éviter. On va commencer avec le commentaire de texte qui porte sur la poésie du 19e au 21e siècle avec un extrait de Richard Rognier, Élégie pour le temps de vivre. Déjà, à première vue, Coralie, qu'est-ce qui t'inspire le sujet ? Alors ce texte, il a peut-être déconcerté certains élèves parce qu'il est très court. D'accord. Voilà, on est face à un poème qui a la forme d'un sonnet. Donc le sonnet, c'est cette forme traditionnelle en poésie de 14 vers. Et c'est peut-être quelque chose qui a un peu perturbé les élèves parce que qui dit sonnet dit peu de matière finalement. Et donc peut-être que les élèves ont été à court d'idées et rapidement à court d'exemples pour faire ce commentaire. Oui, ils avaient peu de choses sur lesquelles s'appuyer en fait. C'est un petit peu le piège en fait de la poésie. Néanmoins, là c'est que pour la forme, c'est l'aspect formel, mais quand on regarde le fond du poème, il y avait quand même des thèmes, des choses vraiment intéressantes à exploiter dans ce poème. Lesquels justement ? Alors, on nous donnait déjà les axes en fait à la suite de ce texte. C'est la particularité de cette épreuve du bac technologique. On vous disait, on vous demandait de prêter plus particulièrement attention à l'évocation lyrique de la nature et au va-et-vient entre le souvenir d'hier et l'attente de demain. Bon, déjà le mot lyrique... Alors exactement, donc là c'est pareil, on vous donne les axes, les idées principales que vous devez exploiter un maximum, mais d'un côté si on ne comprend pas le mot lyrique, c'est peut-être ça aussi qui a bloqué un petit peu les élèves. Alors le mot lyrique, je vais aller faire une petite carte mentale au tableau pour vous expliquer en gros ce que veut dire le mot lyrique, parce que c'est vrai que ce mot, à partir de ce mot-là, en fait il y avait beaucoup de choses à dire, et c'est un peu dommage si les élèves sont passés à côté, même si une fois de plus c'est pas dramatique, il y avait d'autres choses à dire. Si vous êtes passé un peu à côté du mot lyrique, c'est pas grave. Est-ce que déjà il fallait quand même définir ce terme dès le départ ou pas forcément ? Alors dans l'introduction, quand on présente le texte notamment, on peut en effet parler du côté lyrique, du lyrisme dans cette poésie. Néanmoins, une fois de plus, ce n'est jamais qu'un mot dans le titre d'un axe, et les axes, il y en a deux, donc on va dire que le texte ne tourne pas que autour de cette notion non plus. Okay. Donc pas de panique si vous êtes passé un peu à côté de ça. Tant mieux. Mais c'est vrai que, et puis ça peut servir aussi aux élèves qui regardent se corriger, mais qui n'ont pas passé le bac cette année, mais qui le passent l'an prochain, qui sont un peu curieux, par exemple les élèves de seconde, qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble. Ça peut être une technique aussi, quand vous avez un mot-clé comme ça, c'est de faire une carte mentale. Alors la carte mentale, on met le mot en fait comme ça au milieu, et puis tout autour, on va tracer des flèches. Et sur ces flèches-là, au bout, on va écrire des thèmes, en fait, des idées. Et donc le lyrique, en poésie, qu'est-ce que c'est ? Et peut-être qu'il y a des élèves d'ailleurs qui l'ont mentionné dans leur copie, c'est l'expression des sentiments personnels. Les sentiments, en fait, on va les mettre au premier plan dans la poésie lyrique. Souvent, les poètes lyriques vont faire appel à la nature. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous demandait. On nous disait, l'axe disait l'évocation lyrique de la nature. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que la nature permet, en fait, à l'auteur d'exprimer ses sentiments ? Les poètes lyriques, ils aiment souvent parler d'amour. Alors, c'est pas le seul thème, mais évidemment, ils aiment parler d'amour. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce poème, et c'est la particularité de la poésie lyrique, c'est que c'est un caractère universel. C'est-à-dire que quand l'auteur vous parle des sentiments, de l'amour et de la nature, en fait, on se reconnaît tous un peu dans cette conception de l'amour. Donc le côté universel aussi, c'était quelque chose qui était intéressant et qu'on peut inclure dans l'idée de lyrique. Je regarde si j'ai pas oublié d'autres petites choses. Je vois que tu as écrit aussi les sentiments, voilà. Alors ça, c'était pour le premier axe, c'était le mot lyrique, s'il fallait un petit peu l'expliquer. Après, le deuxième axe, il était plutôt facile à comprendre parce qu'on nous parle du va-et-vient entre le souvenir d'hier et l'attente de demain. Alors, il y avait un mot, ça aurait été bien que vous le caliez. Si vous l'avez fait, c'est super. Le souvenir d'hier et le sentiment, en fait, qui accompagne le souvenir d'hier, c'est souvent la nostalgie. Donc, c'était un poème, en fait, qui était à cheval entre un sentiment de nostalgie et, après, on nous parle l'attente de demain et l'espoir. Donc, en fait, il fallait, dans cet axe-là, donner comme idée que c'est un poème à la fois nostalgique, mélancolique et en même temps plein d'espoir avec des touches plutôt positives. Et en fait, c'est la nature, comme on l'a dit là dans le lyrisme, c'est la nature en fait qui va apporter ce côté plutôt positif en fait à cette poésie. Il fallait voir en effet plusieurs allusions, il y en a énormément, à la nature, mais surtout, grâce à la nature, en fait, on a comme une touche d'espoir. Et c'était un poème sur l'amour, certes, l'amour nostalgique, mais en même temps, l'amour plein d'espoir. Voilà.
Donc en gros, il fallait vraiment s'attarder sur ces mots-clés pour Ouais. ensuite fournir une analyse approfondie. Exactement. En fait, c'est l'intérêt de ces axes que l'on vous donne, c'est que ce sont des déclencheurs de réflexion. On vous donne les pistes dans lesquelles il faut aller, les voies sur lesquelles il faut vous engager. Et à partir de là, dans vos axes, on donne des sous-parties, vous le savez. Et donc ces axes-là sont faits pour déclencher en fait votre réflexion. Voilà, pour vous donner des idées. Et est-ce qu'il y avait des pièges à éviter dans ce texte? Alors, des pièges à éviter. On évite déjà de faire, on évite de faire du linéaire. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez fait un plan qui suit ligne par ligne, vers par vers cette poésie, c'est un petit peu dommage. Une fois de plus, c'est pas sanctionné, dans le sens où, même si vos idées sont bonnes, on ne va pas vous sanctionner si vous avez fait un plan linéaire, mais c'est quand même plus intéressant de faire un plan qu'on appelle composé, c'est-à-dire que toutes vos remarques, en réalité, ne vont pas suivre strophe après strophe le poème, ou vers après vers, mais vous allez aller piocher vos idées un peu partout dans le texte. Ça, c'est intéressant et important. Voilà, après, comme piège, il ne fallait pas passer à côté des procédés littéraires. Les fameux, les fameux procédés. Ouais. Alors, sans doute qu'on vous a un peu rabâché les oreilles avec ça toute cette année. Mais vos professeurs ont eu raison, parce que si on ne donne pas de procédés littéraires, malheureusement, il y a un fort risque de basculer dans de la paraphrase. En gros, vous allez raconter avec vos mots de quoi parle le texte, mais ce n'est pas à proprement parler de l'analyse. Les procédés littéraires, en plus, l'avantage de la poésie, c'est que des procédés en poésie, il y en a beaucoup. On a les figures de style, on pouvait remarquer aussi les champs lexicaux. Voilà, vous aviez quand même de la matière aussi pour trouver ces fameux procédés qui sont en fait des techniques d'écriture. Et puis ces techniques d'écriture, après, il faut les associer à ce que vous comprenez du texte. Et là, c'est parfait. Donc on est d'accord que si on n'avait pas relevé ces procédés littéraires, on est un peu passé à côté du sujet ou... C'est pas qu'on est passé à côté à 100% du sujet, mais c'est que votre copie va être logiquement moins valorisée qu'un élève qui a fait l'effort de trouver des procédés et de les interpréter. Ça, c'est sûr. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu aurais des exemples justement de procédés littéraires vraiment précis qui étaient à noter? On en avait quelques-uns. Déjà, il y avait tout un champ lexical de la nature. On avait les prés, une fleur, les montagnes, les brumes, la neige, etc. On avait aussi des figures de style. On a des métaphores, notamment grâce à la nature, une fois de plus. Donc les métaphores, ce sont des images poétiques pour après, derrière ces images poétiques, on va suggérer une idée à propos de l'amour, à propos de la nostalgie ou à propos de l'espoir. On avait aussi un côté assez musical dans ce poème. La poésie, c'est de la musique finalement avec les mots. Et puis on avait par exemple des répétitions, on avait Il reste toujours qui apparaît plusieurs fois. Voilà, on avait un caractère assez musical aussi qu'il était intéressant d'exploiter dans ce texte. Et puis si vous associez toutes ces remarques formelles à des idées de fond, c'est super. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Voilà. Ce qui était un peu déroutant comme avec ce poème, c'est qu'il est récent, il date de 2012, mais par contre au niveau de la forme, etc., on est sur quelque chose de très traditionnel, un peu à l'ancienne. C'est ça, sur le fond également, c'est-à-dire que le thème de l'amour en poésie, il n'est pas nouveau, hein, ça surprend personne. L'amour qui est à la fois empreint de nostalgie, de mélancolie, de tristesse, mais qui en même temps est porteur d'espoir, on va dire que Richard Rognier n'a pas été le premier à faire ça en poésie. Non, ça c'est sûr. Voilà, mais par conséquent, ce qui est intéressant et que vous avez pu peut-être exploiter dans votre copie, c'est que c'est un thème universel et atemporel, en fait. Donc c'était là aussi peut-être la clé, on va dire l'analyse la plus poussée, la plus subtile, c'était aussi d'expliquer à un moment que le thème de l'amour est, voilà, comme j'ai dit, universel, atemporel, on en a parlé hier, on en parlera encore demain, et ça s'adresse à tout le monde. Et ce poème avait un caractère très universel également, c'est-à-dire que il traverse le temps, voilà. Le thème de l'amour, en tout cas, traverse le temps, et puis ça s'adresse à tous. Voilà. Et puis il y avait le côté aussi lié au temps, le temps qui passe et qui emporte avec lui les souvenirs. Mais d'un côté, le temps, c'est aussi le lendemain, les jours à venir, donc potentiellement de nouveaux souvenirs que l'on va se créer dans le futur. Donc il y avait tout le thème aussi du temps, le thème de l'amour, le thème de la nature, tout ça c'est très traditionnel en poésie. Mais d'un côté, c'est écrit en 2012 avec un vocabulaire que les élèves, je pense, ont compris. Il n'y avait pas de mots particulièrement difficiles dans ce texte. Donc on était sur quelque chose de traditionnel, mais en même temps avec un langage contemporain. Voilà. Est-ce que tu as un petit tips, quelque chose qui aurait pu faire que l'élève, s'il avait fait
s'il avait écrit ça, il aurait pu se démarquer des autres, je sais pas, ou noter quelque chose qui aurait pu être un petit plus. Un petit plus, c'est ce que je viens de dire, c'est d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion et de dire que oui, donc il y a l'évocation lyrique de la nature, il y a le souvenir et l'attente de demain, mais que tout ça, ce sont des thèmes finalement universels, atemporels, qui concernent tout le monde. Donc c'est ça le truc un peu. Moi, je trouve que c'est ça, et que finalement, et puis qu'on est entre tradition et modernité. Tradition pour la forme du sonnet, tradition pour tous les thèmes très classiques en poésie que l'on retrouve ici, en même temps la modernité, parce que voilà, c'est écrit dans un langage contemporain, et puis c'est écrit en 2012. Voilà, mais c'était peut-être les deux petites choses, tradition et modernité d'un côté, et puis de l'autre, de dire qu'on a un poème universel et atemporel, en fait, qui s'adresse à tous et à toutes les époques. Voilà. Ok, super. On va passer maintenant à la contraction du texte et à l'essai, dont le thème porte sur la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle. Il y avait 3 sujets au choix, selon l'œuvre que les élèves avaient évidemment étudiée avec leurs professeurs. Donc Gargantua de Rabelais, les caractères de la Bruyère, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges. Et bien pareil, j'ai envie de te poser la même question à première vue quand tu vois ces 3 sujets. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est ça. Alors cette partie en fait de l'épreuve, pour ceux qui ont choisi de traiter cette partie-là, en fait il y a 2 temps. Il y a d'abord une contraction de texte, qui n'est pas un exercice facile du tout. En fait, il faut résumer en beaucoup moins de mots le texte que l'on propose à l'élève. Et après, vous avez une question, ce qu'on appelle un essai. Donc un essai, c'est une réflexion en fait, voilà, à partir d'une question, une réflexion qui est structurée. Et toujours sur le même thème par rapport à la contraction juste avant. Exactement. Par exemple, le sujet A, ça portait donc sur François Rabelais et son roman Gargantua. Le thème, c'est l'éducation, principalement la bonne éducation dans ce roman. Et en dessous de ça, on avait un texte à propos de l'éducation et la question d'essai porte sur l'éducation aussi. Donc en fait, c'est le fil conducteur. Voilà. Là, la question, l'essai, on vous demandait si une bonne éducation amène à apprendre tout au long de sa vie. Donc je pense que dans un premier temps et en introduction, il fallait déjà définir ce qu'on appelle une bonne éducation. Finalement, qu'est-ce qu'une bonne éducation? Oui, parce que c'est vrai que c'est large. C'est assez large en effet. Et puis après, il faut voir si on peut associer cette idée de bonne éducation à l'idée que, eh bien, on apprend tout au long de sa vie et que c'est parce qu'on apprend tout au long de sa vie que c'est ça qui permet de dire c'est une bonne éducation. D'accord. L'essai, ce qu'il faut absolument faire, et j'espère que les élèves y ont pensé, c'est qu'il faut quand même à un moment discuter un petit peu le sujet. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va dans le sens du sujet, on dit que oui, une bonne éducation nous amène en fait à apprendre tout au long de notre vie. On ne cesse d'apprendre finalement, même quand on quitte les bancs de l'école, on ne cesse d'apprendre tout au long de sa vie. Mais pour autant, on peut aussi un petit peu nuancer et dire que une bonne éducation, c'est peut-être aussi autre chose, ou que du moins, apprendre tout au long de sa vie, ça présente aussi des limites. Et en fait, c'est ça l'essai, c'est de montrer à un moment les limites en fait de la question qu'on vous pose. Et apprendre tout au long de sa vie, sitôt qu'on a quitté les bancs de l'école, ça veut dire qu'on apprend par soi-même et pour soi-même. Donc je pense que voilà, c'était des éléments auxquels il fallait réfléchir et donner en tout cas les limites de ce sujet pour le discuter. C'est ça en fait le véritable but d'un essai. Donc en fait pour chaque sujet au niveau de l'essai, il fallait toujours avoir cette idée-là en tête, de poser cette question, enfin là comme ça. Exactement. En tout cas, voilà, de montrer les limites dans chaque. C'est ça. Allez d'abord dans le sens du sujet. Oui, une bonne éducation amène à apprendre tout au long de sa vie, mais d'un côté ça peut présenter aussi des limites et puis il fallait un petit peu les développer. C'est ça en fait un essai, montrer les limites du sujet. Ok, et donc ça s'apparente aussi pareil donc pour les caractères de la Bruyère. Alors la même chose, les caractères de la Bruyère, on partait sur un autre parcours, un autre thème, c'est peindre les hommes avec un grand H, examiner la nature humaine. Donc là pareil, un texte qu'il fallait contracter. Et en dessous, une question, pour bien peindre les hommes, faut-il les considérer avec empathie? Alors, sur ce sujet, il y a peut-être le mot empathie qui a fait un peu peur aux élèves, bien que le texte était là pour ça au départ. Dans le texte qu'on vous donne, le mot empathie, on vous l'explique. Donc c'est vrai que si le mot empathie a posé problème, il ne fallait pas hésiter à se référer au texte qu'on vous mettait avant. On vous explique que l'empathie, il en existe 3 types, la cognitive, l'affective, la compassionnelle. C'est hyper technique en vrai. C'est vrai. Mais le texte juste avant est vraiment là pour que les élèves s'appuient dessus pour pouvoir réussir l'essai derrière. Ouais. Pareil pour Rabelais, la bonne éducation. En fait, le texte est un tremplin en fait à la réflexion liée à l'essai. Donc on peut toujours s'appuyer sur le texte pour trouver des idées. Si vraiment on a du mal et qu'on ne comprend pas empathie ou qu'on a 0 idée, le texte est là pour déjà déclencher les idées. Et donc là, pour bien peindre les hommes, faut-il les considérer avec empathie? Pareil, on va dans le sens du sujet. Oui, forcément, pour bien représenter la nature humaine,
pour bien peindre les hommes, il faut les comprendre, il faut essayer de ressentir, de comprendre ce qu'ils ressentent, il faut voilà, essayer de se mettre un peu dans leur tête pour... Sinon, c'est plus difficile après. Bah oui, voilà. C'est clair. Évidemment, c'est difficile parce que, en fait, de faire preuve d'empathie, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de la nature humaine. Mais d'un côté, on peut les considérer avec empathie, oui, mais parfois, il faut aussi garder toujours son esprit critique. Et ça, je pense que les élèves qui ont étudié les caractères de la bruyère s'en sont bien rendus compte. La bruyère, en fait, il trace, il dresse des portraits plutôt satiriques, on va dire, de personnes, de personnages. Et donc, oui, on peut considérer avec empathie les hommes pour bien les représenter, mais d'un côté, on peut aussi avoir un esprit critique, pas toujours être dans l'empathie, avoir un esprit critique, prendre du recul, voilà, exactement, pour, au contraire, mieux représenter la nature humaine dans tous ses aspects et avec du relief. Parce que je pense que si on agit qu'avec empathie, finalement, on ne représente qu'une partie de la nature humaine. Alors que si on a un regard un peu plus critique, eh bien, tout de suite, notre peinture des hommes est beaucoup plus profonde. Super. Voilà où était la limite en fait du sujet. Il fallait aller un petit peu plus loin. Ouais, voilà. Donc pour toi, c'était ça le truc. Le regard critique, voilà. Et le regard critique, on l'avait avec les caractères de la bruyère, parce que j'ai pas précisé dans l'essai, quand vous donnez votre élément de réponse, vos arguments, il faut donner un exemple derrière, un exemple littéraire ou un exemple de la vie de tous les jours, mais vous devez appuyer en tout cas votre argument avec un exemple. Pour justifier le propos qu'on vient de développer. Exactement. Et le fait qu'il faut avoir un regard critique pour peindre les hommes, eh ben les caractères de la bruyère, c'était vraiment un bon exemple pour appuyer votre argument. Super. Voilà. Ok. Et puis donc le dernier sujet, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. La question de l'essai, c'était, tu peux nous la dire? Alors Olympe de Gouges, on part pareil sur autre chose. Le parcours, c'est écrire et combattre pour l'égalité. Olympe de Gouges, c'est cette philosophe des Lumières qui a combattu toute sa vie pour de nombreuses causes, mais en particulier les inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà, au XVIIIe siècle. Et donc l'essai, on vous demandait, la littérature et la culture peuvent-elles montrer la voie pour combattre les inégalités? Donc montrer la voie aussi, c'est pareil, je pense qu'il fallait bien comprendre ce que veut dire montrer la voie. Mais là aussi c'est pareil, imaginons on ne comprend pas trop cette expression. Honnêtement, si on comprend littérature et culture, combattre les inégalités, point d'interrogation, je pense qu'on comprend quand même le sens de la question. Eh bien là c'est pareil, il fallait partir du côté de la thèse, de dire que oui, la littérature et la culture permettent en fait de dénoncer les inégalités, permettent de les combattre, la littérature et la culture permettent aussi de sensibiliser les spectateurs, les lecteurs, ça permet d'interpeller, d'éveiller les consciences. Peut-être que grâce à la littérature et à la culture, on a des témoignages de gens qui sont victimes d'inégalités. Donc, eh bien oui, en effet, ça permet peut-être de les combattre en ce sens. Mais, toujours le fameux mais dans l'essai, parce qu'il faut toujours essayer de discuter la question, de discuter ce qu'on cherche à vous faire dire. La littérature et la culture sont peut-être aussi parfois impuissantes finalement face aux inégalités. La culture et la littérature parfois sont insuffisantes. Est-ce que avec la littérature et la culture, on arrive à combattre toutes les inégalités? Eh bien non, on est sans doute un peu impuissant encore à ce niveau-là. Voilà, donc notamment le texte que l'on vous avait mis au début pour faire la contraction pouvait vous permettre aussi de trouver comme idée que, c'est ce que disait le texte, les femmes sont globalement encore trop invisibilisées en fait dans le domaine des arts et de la culture. Il y avait des chiffres avec des pourcentages qui étaient donnés. Donc en gros, la littérature et la culture sont limitées pour combattre les inégalités parce qu'il y a certaines minorités qui ne sont pas suffisamment représentées dans le domaine de la littérature et de la culture. Par conséquent, ça ne peut pas pleinement et toujours, on va dire, combattre les inégalités. Ça présente des limites. Est-ce que si les élèves ont donné d'autres limites, par exemple pour ce sujet, est-ce que c'est un problème parce que là, tu nous donnes des exemples de limites. Très concrets, voilà. C'est possible que voilà, les lycéens qui nous regardent n'ont pas dit tout à fait ça. Est-ce que c'est problématique? Après, toujours pareil, il faut regarder la copie de l'élève pour pouvoir vraiment donner un avis bien clair et tranché. À partir du moment où, en tout cas, on donne des limites et on montre qu'on discute le sujet, eh ben, on répond en fait à la question, enfin, on répond à la méthode attendue de l'essai. Donc c'est bien, si vous avez montré quelques limites à cette question, d'abord on va dans le sens du sujet, la thèse, et après on montre les limites, c'est très bien. C'est très bien, c'est la méthode qu'il fallait adopter. Eh bien super. Voilà. Merci beaucoup Coralie pour ce temps. Je crois que là on a bien compris un petit peu ce qu'il fallait faire pour le bac technologique en français, c'est assez clair. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Et pour retrouver les autres corrigés du bac, eh bien rendez-vous la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube et le site de l'étudiant.fr. Et évidemment, retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On vous file 2-3 astuces pour réussir votre bac. À très vite.